Bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir, chères téléspectatrices et teurs, et bonsoir, jeunes poteaux admirables autour de cette table. L'actualité économique et sociale en France, c'est le chiffre ahurissant de l'épargne révélé par l'INSEE. 6 300 milliards d'euros mis de côté par les Français, du jamais vu depuis 45 ans. Le carburant de cette épargne, c'est la trouille. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir, déjà et d'une. De deux, ce sont des assurances vie, donc c'est plus particulièrement pour les enfants. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. J'ai le réflexe que tout le monde a à l'heure actuelle, qui est de se dire où on va, on n'en sait rien. Donc il faut mettre de l'argent de côté pour prévoir les moments durs. Ce taux record d'épargne que d'aucuns appellent déjà le trouillomètre français, c'est l'assurance vie en quelque sorte des lendemains qui déchantent. Qui épargne donc? Ce réflexe de sous-consommer freine-t-il la croissance et l'innovation? L'État pourrait-il piocher dans cette épargne pour éponger la dette sans déclencher des jacqueries? Nous débattrons de ces questions avant de vous retrouver dans la dernière partie de l'émission. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on parle de l'Île-de-France. C'est ça, une vive inquiétude, Elisabeth, dans le monde de l'édition, dans le camp enseignant aussi, sur le risque de disparition des manuels scolaires remplacés par des plateformes numériques. Sortez vos manuels. De France. En Île-de-France, pour le moment, mais vous savez, la question se pose pour l'avenir. Oui, on va parler, Elisabeth, de la guerre des manuels scolaires à la fin du 19e siècle. Bien sûr. Et vous, Marie? Je vais vous montrer des algues bleues électriques qui scintillent dans la nuit. C'est en ce moment sur les plages d'Australie. Un spectacle, vous allez le voir, absolument fascinant et inquiétant. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Et pour commencer, le point sur les animaux sauvages ou les animaux domestiques et leur rapport à la mort, qu'ils la ressentent, qu'ils l'anticipent ou qu'ils la simulent pour survivre face à un prédateur. C'est fascinant. Et on en parle avec Emmanuelle Puydeba, directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. On le retrouve tout de suite. Emmanuelle Puydeba, on est content de vous retrouver, de vous accueillir autour de cette table. Je vous présente Julia Van Elst et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Bonsoir. Votre dernier ouvrage, Les oiseaux se cachent-ils pour mourir, chez Delachaux et Nestlé, illustré par le très spirituel Raphaël, non pas du tout, Arnaud Raphaëlian. Tout à fait. Voilà. Et c'est un grand bonheur et c'était une condition pour faire ce livre. Eh bien, écoutez, c'est dit. Un livre dédié à Tutur. Oui. Vous expliquez qui était Tutur. Tutur et tous les animaux domestiques que j'ai pu De votre côtoyer. enfance. Tutur, un cocker roux de mon enfance qui a été obligé de se faire euthanasier pour abréger ses souffrances quand il était vieux. Et son compère Code qui a quitté la maison pour se laisser probablement mourir quand il a compris que son tutur ne reviendrait pas. Voilà, au fil des ans, vous a amené à vous interroger sur cette relation que peuvent avoir les animaux sauvages, domestiques, le vivant non humain avec la mort. Exactement. Écoutez, vous avez le profil idéal pour en parler. On le prouve avec Gaël Legras et on vous retrouve juste après. Emmanuelle Puydeba, vous êtes chercheuse en biologie. Dans Les oiseaux se cachent-ils pour mourir, vous interrogez le rapport des animaux à la mort. Ont-ils conscience de leur finitude? Éprouvent-ils du chagrin? Adoptent-ils des rites funéraires ou encore peuvent-ils se suicider? Pour répondre à toutes ces questions, vous avez le profil idéal. Votre parcours, pour le moins brillant, vous désigne comme l'une des plus grandes spécialistes de l'évolution des comportements et des performances animales. Dans l'enfance, vous êtes émerveillé par les perruches, les rossignols, les chats, les lapins, les rats, les hamsters. Je pouvais passer 4 heures à regarder une coccinelle pour comprendre son décollage. Docteur en biologie, vous consacrez votre thèse à la préhension chez les primates. Ça a permis de montrer que les humains n'avaient pas le monopole de l'utilisation d'outils et de la dextérité. Vos livres, comme L'intelligence animale, cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant, mettent en exergue votre fascination pour les capacités parfois insoupçonnées de nombreuses espèces. Vous avez un poulpe qui utilise 2 demi-noix de coco, il s'enferme dedans pour se protéger et il se promène avec sa noix de coco, il transporte son outil et quand il veut se reprotéger, il s'arrête et il s'enferme dedans. Dans votre atlas de zoologie poétique, vous présentez 35 créatures extraordinaires dont Occocephalus darwini, un poisson des Galapagos qui sait marcher. Il utilise ses nageoires, alors on a l'impression qu'il a 4 pattes pour se déplacer, donc ça c'est assez fascinant. Et en plus il a un leurre au bout du nez, disons, pour attirer ses proies, donc c'est un animal très particulier. Aujourd'hui donc, vous évoquez aussi les émotions ressenties par les animaux. Vous prenez notamment l'exemple des éléphants qui émettent des cris de détresse face à la fin de vie d'une matriarche ou qui interagissent avec les cadavres. Des femelles adultes ont également été observées transportant des bébés morts plusieurs semaines après leur décès, précisez-vous. Autant de comportements bien plus complexes qu'un simple cimetière des éléphants.
Emmanuel Pouydeba, les animaux, alors des êtres sensibles, sentients, comme on dit, peuvent-ils avoir une notion, une conception de leur propre mort? En tout cas, vous évoquez quelque chose qui est fascinant dans votre ouvrage, la thanatose. Autrement dit, des animaux qui simulent leur mort, soit pour échapper à un prédateur, soit éventuellement pour attraper un autre animal. Tout à fait. Qui fait ça? Plein d'espèces chez tous les groupes, tout est représenté, chez les reptiles, les mammifères, les rongeurs, les oiseaux. Alors les exemples qui me viennent là, très concrets, qui sont assez fascinants, c'est chez les serpents, vous avez des couleuvres qui font ça très bien, des grandes actrices qui vont vraiment se contorsionner, la langue va pendre, parfois elles vont saigner, ça peut être très impressionnant. Mais ce que je trouve assez génial dans l'étude de la thanatose, c'est que ça peut être très variable d'un individu à l'autre, et en fonction de l'environnement et en fonction de ses propres conditions de vie. Par exemple, chez les poissons, chez les hippocampes, un hippocampe qui nage vite, il ne va pas forcément faire la thanatose, il va fuir. Par contre, un hippocampe qui nage lentement, il va plutôt faire la thanatose. Et quand un serpent, je vous en parlais, par exemple, il attend des petits, il va faire une thanatose parce qu'il peut moins fuir rapidement qu'un serpent qui n'attend pas de petits. Thanatose de Thanatos. Alors, l'empathie face à la mort, vous reprenez un exemple dont on va voir des images dans un instant, gorille femelle du nom de Coco au zoo de San Francisco, qui a appris le langage des signes, enfin on lui a inculqué, et qui avait un visiteur, pas comme les autres, un acteur qui s'appelait Robin Williams. À la mort de Robin Williams, ce gorille femelle a dit 2 mots, maman pleurait. Maman pleurait, pardon, oui, vous êtes émue par oui, non, mais les images sont toujours... En plus, Coco, elle est morte un peu prématurément. Oui. Et j'avoue que je n'ai pas vu les images depuis très longtemps. Oui. C'est une étude qui était assez controversée. Pardon, je suis un peu touchée. Oui, c'est une étude qui était assez controversée. Et c'est vrai que... dans l'histoire de Coco, ce qui est intéressant, c'est aussi... Donc, d'ailleurs, quand on lui a dit, quand un individu meurt, où il va, dans un trou, il dort. Et après, Coco, en grandissant, elle a eu des troubles du comportement. Une femelle qui n'a pas de bébé. On lui a fourni à un moment donné un chaton, All Ball. Elle joue avec, il y a des images qui sont incroyables. Et quand All Ball se fait percuter par une voiture et que la chercheuse qui travaillait avec va lui indiquer par la langue des signes, Coco lui fait les signes, pleurer, triste, et elle s'isole, elle gémit, elle pleure. Bon, c'est des études qui sont assez controversées, en tout cas, on peut mais qui imaginer... qui ont le mérite de montrer qu'il y avait un lien entre ce que Coco exprimait et son comportement. Et quand on dit que certains animaux ont probablement conscience de la mort, au moins des autres, de sa propre mort, c'est encore autre chose, mais de la mort des autres, il y a quand même beaucoup d'indices. Alors en captivité, bon, voilà, mais en milieu naturel, il y en a aussi beaucoup. Mais c'est vrai que Coco, c'est toujours un peu compliqué. Et alors vous parlez des rites funéraires, bien sûr, on pense aux éléphants, mais vous allez plus loin, vous dites ça concerne les guêpes, les abeilles, les fourmis aussi. Alors, pour les fourmis, ce que j'ai trouvé génial, je pense toujours à Audrey Dussutour et les longues discussions qu'on a ensemble. Spécialiste du blob. Du blob, des fourmis, etc. Et c'est vrai que chez les fourmis, vous avez des spécialistes qui vont retirer les cadavres de la colonie pour les isoler, en faire des sortes de cimetières de fourmis. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il y a une grande diversité aussi, et c'est ça qui me fascine, c'est la diversité qu'il peut y avoir selon les espèces et selon les individus. Après, parler de conscience, quoique j'ai des collègues qui s'interrogent sur la conscience chez les invertébrés, mais parler de conscience de sa propre mort, chez les fourmis, je pense que c'est un petit peu... Il y a des croque-morts même, vous dites. Mais il y a des croque-morts, oui, tout à fait. Chez les abeilles, c'est ça. C'est ça. Vous allez avoir des individus qui sont spécialisés dans l'évacuation des cadavres. Alors, sûrement plus par prophylaxie que par rituel. Par hygiène, exactement. Ouais, plus par hygiène que par pur rituel, mais ma foi, toutes les questions sont possibles. Oui. En tout cas, vous présentez toutes les hypothèses. Exactement, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre. Toutes les hypothèses, pas de tabou. On va évoquer avec vous, Emmanuel Pouydeba, et avec Julia, une nouvelle étude du CNRS qui révèle que l'homme aurait pu avoir, de par son comportement, une influence et un impact sur la taille des animaux. Tout à fait. Alors, les chercheurs du CNRS ont analysé des squelettes d'animaux retrouvés dans des sites archéologiques du sud de la France et ils ont constaté une chose. Pendant des milliers d'années, la taille des animaux évoluait de façon concomitante en fonction des aléas climatiques. Et puis, à partir du Moyen-Âge, donc il y a environ 1000 ans, les tailles des animaux ont commencé à évoluer différemment. Les animaux dits domestiques, par exemple les moutons, les chèvres ou encore les vaches, ont vu leur taille
augmenter. Selon les scientifiques, ça s'expliquerait par la sélection humaine. En fait, les hommes choisissent des animaux plus grands parce qu'ils ont un meilleur rendement, parce qu'ils ont plus de viande. À l'inverse, les animaux sauvages comme les cerfs, les lièvres ou encore les renards sont eux devenus au fil des siècles de plus en plus petits. L'intensification de la chasse, la diminution des forêts, donc de leur habitat naturel, pourrait, selon en tout cas le CNRS, expliquer cette évolution. Qu'est-ce que cela dit, selon vous? Est-ce que ça montre que les animaux ont une capacité d'adaptation innée ou alors qu'ils n'ont cessé de subir en fait, les activités humaines? Un peu des deux, mon capitaine. Moi qui travaille beaucoup sur les éléphants, on se rend compte qu'en Afrique, il y a une sélection de fait par le braconnage et la chasse pour les défenses. Il y a une sélection de plus en plus vers des éléphants qui ont des défenses petites. Et malheureusement, on ne sait pas ce que ça peut donner sur le plus long terme parce que les défenses chez les éléphants sont incontournables dans leur vie quotidienne. Donc, bien sûr, les humains ont un impact très fort et je crains que ce ne soit pas toujours bénéfique. Emmanuel Puydeba, 8 milliards d'animaux terrestres et aquatiques sont abattus chaque année pour l'alimentation des Français. Quand on réfléchit, comme vous le faites, au rapport des animaux à la mort, à leur empathie, on a vu celle du gorille Coco, est-ce que finalement, ça ne ralentit pas un petit peu la main qui tient le couteau et ça ne devrait pas nous amener à plus d'humilité, d'émerveillement, de sobriété dans notre attitude par rapport à tous ces animaux? Tout à fait, c'est un des objectifs du livre, c'est en montrant la complexité des comportements des animaux, la diversité des comportements de certaines espèces par rapport à la mort de leurs congénères, qu'on se rend compte que l'espèce humaine a largement sous-estimé leur capacité, entre guillemets, à souffrir et leur compréhension de la mort, en disant finalement on peut les tuer, ils ne savent pas qu'ils vont mourir. Ça, je caricature un peu, mais il y a un petit peu de ça. Et du coup, en faisant ça, oui, on s'enlève une espèce de culpabilité, mais il y a une énorme hypocrisie. On utilise certains modèles animaux pour comprendre la dépression humaine, mais on nous explique en parallèle qu'ils ne peuvent pas être dépressifs et qu'ils ne peuvent pas s'autodétruire en quelque sorte. Justement, vous dites qu'il y a une possibilité de suicide chez les animaux. Je pense que c'est une hypothèse qu'on peut poser chez certaines espèces. Suicide, automutilation, autodestruction. Tout à fait, tout à fait. Des rats qui se jettent dans la gueule des chats. Oui, alors ça, moi, j'ai jamais vu. Pour avoir un peu observé les rats, j'ai jamais vu. Mais par contre, il peut y avoir des comportements dépressifs suite à des traumatismes où vous avez des individus qui vont se laisser mourir. Je pense à un exemple célèbre pour ma génération, Flipper le dauphin. Une collègue éthologue, spécialiste des cétacés, croit fortement que son suicide est tout à fait possible. Flipper, il est parti dans les fonds marins, il n'est jamais remonté. Voilà. Après, c'est une hypothèse. La difficulté, pour moi, c'est qu'aucune hypothèse n'est mauvaise à poser. Ça, j'encourage les jeunes à se lancer des défis. Après, la difficulté, c'est quel protocole scientifique on met en place pour y répondre. Et des fois, on n'aura pas de réponse. Il faut accepter qu'on n'aura pas réponse à tout. Mais on parle de protocole scientifique. Une dernière question. On va faire un débat dans un instant sur le rapport des Français à leur épargne. Il y a des animaux qui font des provisions, qui épargnent. Bien sûr. Non, il y en a plein. Des écureuils qui peuvent amasser jusqu'à 3000 noisettes pour se nourrir quand l'hiver sera venu. Il y en a plein d'autres, non? Le casse-noix de Clark, vous avez des magnifiques... Le casse-noix de Clark, c'est un oiseau en Amérique, en Amérique qui vit sur des territoires immenses, qui va cacher des graines. Je sais pas, il y a plus de 3000 cachettes. Et quand la saison hivernale est passée, il remonte en haute altitude et il récupère 80% de ses graines. Moi, je cherche mes clés tous les jours. À peu près. Non, il y a des très très bons stockeurs dans le monde animal. Le jet des chênes, c'est ça. Oui, il y en a plein chez les oiseaux, les mammifères, il y en a plein. Les rongeurs. Il paraît aussi, les taupes qui font des provisions de lombriques. Oui, ça arrange pas toujours les gens qui ont des jardins, mais... Merci Emmanuel Puydeba. Votre enthousiasme et votre curiosité scientifique font notre régal, ainsi que les dessins d'Arnaud Raphaëlian. Voilà. Les oiseaux se cachent-ils pour mourir? Un clin d'œil à un poème de François Coppée du 19e siècle. La mort des oiseaux, c'est ça. C'est ça. Voilà. Chez Delachaux-Niestlé, merci d'être venu dans 28 minutes. Et on va passer donc au fameux débat sur l'épargne des Français, qui a atteint des sommes records, selon les chiffres tout chauds de l'INSEE, 6 300 milliards d'euros. Ce réflexe d'épargne est-il un frein à la consommation, à l'investissement, à l'innovation? L'incertitude politique est-elle le carburant principal de cette épargne? L'État peut-il piocher dans les noisettes des Français? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Les Français mettent leurs économies à l'abri. Jamais depuis 45 ans, ils n'ont autant épargné. En moyenne, quasiment 19% de leurs revenus basculent sur un livret A, une assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Ils mettent de côté plutôt que de consommer, car ils sont inquiets. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir, déjà d'une. De deux, ce sont des assurances vie, donc c'est plus particulièrement pour les enfants. Évidemment, j'ai le réflexe que tout le monde a à l'heure actuelle, qui est de se dire où on va, on n'en sait rien.
Donc, il faut mettre de l'argent de côté pour prévoir les moments durs. Les seniors et les Français les plus aisés sont ceux qui épargnent le plus. Un patrimoine financier de 6 300 milliards d'euros au total. Les placements classiques sans risque sont plébiscités, mais des Français choisissent aussi soit de se lancer dans les crypto-monnaies, soit d'investir dans l'or. Bonjour, je voudrais savoir qu'on peut acquérir des Napoléons. Comment acquérir? Des Napoléons. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'or s'impose comme une valeur refuge et se révèle très performante. Le cours de l'once s'est même envolé hier pour atteindre un record historique, plus de 3 500 $. Sauf que cet argent épargné massivement par les Français fragiliserait l'économie. S'il n'y a pas de consommation, c'est difficile d'avoir de la croissance et donc cette épargne vient pénaliser finalement la croissance parce que finalement les ménages ne consomment pas assez. Alors pour relancer l'économie, faudrait-il taxer le livret A ou réorienter l'argent qui dort vers les marchés financiers? Faut-il et peut-on piocher dans l'épargne des Français? Nos trois invités pour ce débat. Jean-Marc Daniel, bonsoir, économiste, bonsoir. Professeur émérite à l'ESCP Business School. Votre dernier essai, Nouvelle leçon d'histoire économique, est paru chez Odile Jacob. Et je précise que de temps à autre, vous animez des cabarets économiques au Théâtre de Poche à Paris. Exactement. Selon vous, Jean-Marc Daniel, les Français n'épargnent pas assez et ils épargnent mal. Il faudrait aller davantage vers des fonds de pension. À côté de vous, Anne-Laure Delade, bonsoir. Vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS. Dernier essai, L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique, aux éditions Point. Selon vous, si on incite les Français à consommer plutôt qu'à épargner, eh bien cela va profiter aux riches, aux plus riches, qu'il faudrait taxer davantage. Et à côté de vous, Guénaëlle Gaud, bonsoir, directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco, qui n'est pas obsolète. Votre dernier essai, Penser sans entrave, ces concepts qui nous empêchent de réfléchir, aux éditions de l'Aube. Et selon vous, la hausse de l'épargne s'explique par la peur de l'avenir, en tout cas dans le cas des Français. C'est le thermomètre inverse de ce qu'on appelle la confiance collective. Et on démarre, Benjamin, avec la stat du jour. Statistique du jour. En cette année 2025, un peu plus de 4 ménages sur 10 déclarent mettre de l'argent de côté, soit 6 points de plus qu'avant la crise sanitaire du Covid. Ça concerne surtout les ménages les plus aisés et les plus âgés. Et plus de la moitié des épargnants déclarent épargner pour se protéger, donc en cas de coup dur. Guénaëlle Gaud. Et en fait, il y a une grande inégalité devant l'épargne, puisqu'au final, ça fait 6 Français sur 10 qui ne peuvent pas être écureuils. Oui, c'est ça. En fait, vous disiez 40, c'est 43% des Français en fait qui mettent de l'argent de côté, mais du coup, on a 32% des Français qui bouclent juste leur budget, et puis on a 25%, donc un Français sur 4, qui en revanche puise dans son épargne, voire s'endette. Donc là, on voit en fait qu'il y a une très très forte épargne, 18,9% du revenu est épargné, c'est un vrai record. Mais en ce moment, c'est un vrai record, mais c'est très inégalement réparti. On le voit sur ce graphique, quand même, les plus de 70 ans, c'est 25% de ceux qui épargnent chez les Français. Et là, on se dit, Jean-Marc Daniel, voilà, grande inégalité. C'est ceux qui ont réussi à le plus accumuler, qui peuvent épargner. C'est surtout les gens qui ont des revenus qui épargnent. Comme on l'a dit, pour épargner, on commence d'abord quand on a un revenu par assurer sa vie quotidienne. Et en général, l'épargne obéit à une double logique. Une logique de précaution et puis une logique de qu'est-ce qui reste pour épargner. Si on a déjà tout utilisé pour assurer sa vie au quotidien, on n'épargne pas. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est qu'effectivement, vous avez donc une épargne qui est de 6 300 milliards, vous avez un patrimoine qui est de 14 000 milliards. C'est-à-dire que la différence, c'est essentiellement de l'immobilier. Il y a aussi un énorme patrimoine immobilier. Il y a beaucoup de préparation de l'avenir et d'action vers l'avenir qui est portée en France par l'immobilier. Qu'est-ce que vous appelez préparation à l'avenir? Transmission, héritage? Et puis vie au quotidien. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire de votre appartement, vous avez une partie de votre revenu qui n'est plus consacrée à vous loger. Mais ce que je voudrais dire quand même par rapport à tout ça, et notamment par rapport au débat qui a été institué par le Mathieu Plane, là, qui est intervenu et qui a dit... l'économiste de l'OFCE. On ne consomme pas assez. Je rappelle quand même que 2 éléments clés. Quand on consomme dans la situation actuelle, et si on augmente la consommation, on augmente les importations, parce que l'appareil productif n'est pas en capacité de répondre aux attentes en termes de consommation de la population. Et deuxièmement, la conséquence de ça, c'est qu'un pays qui a un déficit extérieur est un pays qui n'épargne pas assez et qui consomme. Donc on n'épargne pas assez pour vous. Alors, et on a un déficit de notre balance des paiements courants, un déficit extérieur, qui n'a pas été le cas en 2024 grâce au JO, parce qu'on a eu beaucoup de recettes touristiques, mais on a de nouveau un déficit. Et donc, effectivement, il faut se plaindre et se désoler que les gens n'arrivent pas à épargner davantage. Alors, de là, de ce
est-ce que votre voisine s'en désole aussi? Anne-Laure Delade face à ce paradoxe apparent. Voilà, on n'épargne pas assez. En fait, il me semble que si vous posez la question, c'est à cause du contexte budgétaire. Aussi, la dette. Surtout, non. Eh En oui, fait, sinon, on n'a pas de problème. En fait, c'est Ouais. une préférence individuelle d'épargner et de consommer. Et l'État peut avoir intérêt à essayer de changer ses équilibres. Mais là, en particulier, il me semble que vous posez la question, et certains politiques se posent la question de est-ce qu'on ne pourrait pas aller puiser dans l'épargne des Français pour financer une partie de la dette. On rappelle le montant de la dette. Machine économique aussi, parce que bon, on a quand même une croissance à tonnes. On se dit bon, il faudrait peut-être que les Français aident pour cela. Ils ont l'argent pour. Ok. Alors c'est une question différente. Si vous voulez, le problème, le problème de l'activité française, en fait, c'est qu'on a un problème de productivité. En réalité, quand on travaille en France, on travaille autant que les autres. Avec un temps de travail aussi important que les autres. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs endroits où les Français ne travaillent pas assez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, ils sont au chômage. C'est quand vous êtes jeune, quand vous êtes une femme, et après 50 ans. Voilà. Ça, c'est le problème de l'activité économique française. Si on arrive à résoudre ce problème-là, si vous voulez, la consommation et l'épargne, c'est plutôt une manifestation des préférences individuelles. Il ne me semble pas que ça soit un moteur de croissance essentielle. Et pour vous, Jean-Marc Daniel, justement aller chercher la première chose à voir, et par rapport à ce que vous disiez, là aussi, il y a une équation de base qui consiste à dire que l'épargne sert à financer l'investissement. Donc, si vous épargnez plus, normalement, vous apportez davantage aux gens qui vont investir. Le véritable enjeu, c'est à quoi est utilisée cette épargne, c'est-à-dire quel est l'acteur économique qui utilise cette épargne pour dépenser. Quand c'est les entreprises, quand c'est vraiment l'investissement, c'est une bonne chose pour la croissance. Quand c'est l'État qui absorbe une partie de cette épargne, à ce moment-là, on est dans une situation qui est une situation où effectivement, vous n'avez pas la croissance qui est au rendez-vous. On parlait des records. On a retrouvé le niveau d'épargne de 1979. Mais je rappelle que dans les années qui vont entre 71 et 78, le taux d'épargne est supérieur au taux d'épargne que nous avons en ce moment. Donc, on n'a pas encore battu vraiment de record. On le voit là sur ce graphique. Et donc, vous voyez, en 1975, on est à 21,5%. Or, à cette époque-là, effectivement, on commence à avoir un déficit budgétaire, mais la part qu'absorbe l'État sur cette épargne est beaucoup moins importante que la part qu'absorbe en ce moment l'État. Donc, vous avez moins un problème de niveau d'épargne en tant que tel qu'en partie un problème d'utilisation de cette épargne. D'accord. La deuxième remarque que je ferai sur le problème de l'État, effectivement, c'est un problème l'État est en déficit. C'était lui qui, en partie, est à l'origine de notre déficit de compte extérieur, mais il n'y a pas identité entre les deux. C'est-à-dire, on peut avoir un État en déficit et un pays avec des comptes extérieurs en excédent. Je pense au Japon en particulier. Alors, on ne va pas parler du Japon, on va revenir aux jeunes, parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure, les jeunes qui n'épargnent pas de manière traditionnelle, mais qui, eux, se concentrent sur les crypto-monnaies. On va en parler avec vous, Julia. Oui, alors comment ils épargnent. Alors, selon une récente étude du Cercle de l'épargne, un jeune sur 3 pense que la crypto-monnaie est un bon placement. Et l'année dernière, plus de 40% des investisseurs en crypto-monnaie avaient moins de 35 ans. Alors, le livret A est-il ringard ? Comment expliquer cet engouement des jeunes pour ces placements jugés à risque ? Pour beaucoup de jeunes actuellement, l'épargne classique est un peu trop lente, c'est pas assez rentable. Rappelons que le taux du livret A est actuellement à 1,70% et qu'aujourd'hui, un bitcoin, par exemple, vaut 96 000 $. Il y a 10 ans, il valait 300 $. Alors, au contraire, justement, ce qui les attire, c'est la volatilité des crypto-monnaies. C'est un moyen rapide, en tout cas en apparence, pour gagner de l'argent. Selon une étude, la moitié des jeunes de moins de 35 ans acceptent un certain niveau de risque pour espérer un rendement supérieur. Cette nouvelle génération qui est aussi en quête d'indépendance et de liberté, concrètement, ils veulent s'affranchir des banquiers et avoir la main mise sur leurs finances. En effet, avec les crypto-monnaies, c'est très simple. Il suffit d'un smartphone, de quelques dizaines d'euros au début, et puis le tour est joué pour commencer à investir et à épargner. Alors, cette nouvelle génération, est-ce qu'on n'assiste pas à un changement profond dans le rapport de l'épargne et dans le rapport à l'argent ? Je vous pose la question à vous, Guénel Go. Alors, en fait, je pense que déjà, ce n'est pas tous les jeunes. C'est comme on l'a dit, c'est-à-dire ce sont les jeunes qui ont les moyens d'aller au-delà de la fin du mois. Et ensuite, ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, pour le moment, c'est quand même très, très, très minoritaire, mais en effet, ça émerge. Et ça émerge, à mon avis, pour plusieurs raisons. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société de la défiance, on va avoir une certaine défiance vis-à-vis des institutions, mais aussi on est dans une société où les gens ont envie de reprendre la main
sur la gestion de leur argent. Et la façon dont, sans intermédiaire, tout se désintermédiarise un petit peu et on peut reprendre la main facilement. En plus, les codes de la crypto-monnaie peuvent aussi rejoindre certains codes des modes de vie des plus jeunes, des codes qu'on retrouve dans des jeux vidéo, des choses comme ça. C'est plus ludique. Et donc, on va retrouver les jeunes sur ces pratiques-là. Mais c'est quand même très résiduel pour l'instant. Oui. Pour rentrer dans le cœur du sujet, quand même, Anne-Laure Delattre, est-ce qu'on se dit, mais est-ce qu'il ne faut pas piocher dans l'épargne des Français? On a l'impression, à vous entendre, enfin, entendre votre voisin, que c'est stérile, finalement, ces milliards. 2057 milliards, on va le voir sur ce graphique, dans l'assurance vie. Ça nous paraît énorme, 2057 milliards qui dorment, en fait. Mais non, ils ne dorment pas. Normalement, comme vient de le dire Jean-Marc Daniel, c'est quand vous épargnez, en fait, vous financez en partie l'investissement du tissu productif. Et aussi, vous financez le déficit public, le déficit de l'État. Là où je ne partage pas, évidemment, les idées de Jean-Marc, c'est que, en réalité, en fait, vous avez l'air de dire que tout ce que fait l'État n'est pas rentable. Et que ce serait beaucoup plus rentable d'aller investir dans du tissu productif, dans de l'entreprise privée. Vous savez, en fait, quand on investit 1 euro à l'école, dans l'éducation, ça en rapporte 6 à long terme. En fait, c'est extrêmement rentable, mais d'un point de vue collectif. Donc, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que quand les épargnants français prêtent de l'argent à l'État, ça peut être extrêmement rentable. En fait, ça dépend de ce qu'en fait l'État, mais quand il fait de l'investissement public dans l'éducation, dans l'écologie, qui va nous protéger face aux crises environnementales, quand cet argent est utilisé pour que, en cas d'inondation, de canicule, en fait, toute l'économie ne s'arrête pas, alors là, c'est rentable. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut orienter cet argent dans des placements qui sont moins sécurisés et qui permettent l'activité? Oui, je pense qu'il faut effectivement... Alors, le véritable enjeu, effectivement, c'est l'arbitrage entre investissement privé et investissement public. Alors là, c'est un débat sans fin. Je crois que nous ne serons pas d'accord à la fin de la séance. Mais effectivement, l'État, c'est pas uniquement de la gabegie. Il y a des choses utiles que fait l'État. Et donc, le véritable enjeu, c'est... D'une part, comment est-ce que l'État décide de faire certaines choses, et d'autre part, est-ce que c'est l'impôt ou la dette qui doit financer ce que fait l'État? Et donc, on en revient d'ailleurs à ce que vous disiez sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire, vous avez dit qu'un bitcoin valait 96 000, c'est pas des dollars, c'est des euros. Ils vont encore plus de 100 000 dollars, c'est-à-dire le bitcoin à l'heure actuelle. Et ça, c'est plus de l'épargne, c'est de la spéculation pure. Les gens, on l'a dit, les gens qui font ça, qui achètent des bitcoins, ils n'ont pas un projet de vie, ils n'ont pas une vision de se prémunir contre des dangers à venir. Ils se disent, alors, c'est ludique. C'est ludique. Et puis dans 48 heures, je vais avoir gagné de l'argent sans rien faire. C'est de l'argent. D'accord. Donc on n'est pas dans une logique d'épargne. On n'est pas dans une vraie logique d'épargne. En revanche, je pense que effectivement, un véritable enjeu maintenant, c'est cet argent qui n'est pas perdu. On n'est pas à l'époque où les gens avaient effectivement des lessiveuses au fin fond de leur jardin avec des tas de billets, des matelas. Des matelas. C'est plus ça. Le véritable enjeu, c'est que font les gens qui récupèrent cet argent de l'épargne qui leur est confiée. Et je crois qu'il y a 2 critères qui sont importants. Le premier critère, c'est que quand vous êtes une entreprise privée, si vous en faites quelque chose qui n'est pas positif, qui n'est pas porteur de croissance, vous finissez par disparaître. Et les gens qui vous ont confié de l'argent doivent réfléchir à ça, doivent y réfléchir. Et le deuxième critère, c'est que effectivement, dans le financement de l'État, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait appel à l'épargne plutôt qu'à l'impôt? Pourquoi est-ce que l'impôt ne doit pas être vécu comme étant le mode normal et naturel de financement de l'État? Et vous êtes d'accord? Oui, en fait, non. Alors là, pour le coup, c'est. Oui, Jean-Marc Daniel qui milite pour l'impôt, s'y attendait pas. Ah non, mais je milite pour l'équilibre budgétaire. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je milite pour une augmentation infinie de l'impôt. Je équilibre budgétaire. En fait, effectivement, aujourd'hui, on a un problème de déficit budgétaire. On est autour de 160 milliards de déficit à financer chaque année. Et la question qui se pose dans le contexte politique, c'est plutôt est-ce qu'on va réduire les dépenses ou est-ce qu'on augmente les recettes? Donc, est-ce qu'on passe par la taxation, l'impôt, ou est-ce qu'on coupe les dépenses? L'épargne, on y pense, mais c'est vraiment... c'est dans les ordres de grandeur, ça n'est pas essentiel, si vous voulez. Et en plus, quand vous faites appel à l'épargne des Français, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous faites un transfert d'argent public vers les épargnants privés. C'est une façon de rémunérer le temps qu'ils vous ont donné, en gros, le temps pendant lequel ils n'utilisent pas leur argent. Mais qui épargne? On vient de dire que c'était les plus riches. Et du coup, c'est une façon, si vous voulez, c'est exactement le contraire de l'impôt.
L'impôt, vous avez des gens privés qui vont aller faire du transfert d'argent vers l'État. L'épargne, quand elle est utilisée pour financer la dette, c'est du transfert d'argent public, les intérêts, vers les agents privés. C'est très clair. On va s'intéresser, avant de continuer le débat, à une valeur refuge, l'or. Il est l'or, monseigneur, comme dirait l'autre. Regardez cette archive où l'on découvre, enfin on découvre rien du tout, il est confirmé que l'or fascine depuis des générations les Français. Un couple de retraités absolument formidable, on est en 75. Alors je suis persuadée qu'il y a des personnes qui ont pris de l'or, qui ont acheté de l'or, parce qu'ils avaient eu peur, par sécurité, parce que c'est quelque chose qui représente une valeur. Oui, mais tu vois, d'un autre côté, on peut acheter un Napoléon quand on a 27 000 francs, ou 28 000 francs, ou 30 000 francs. Mais on ne peut pas acheter pour 30 000 francs de terrain. Alors, vous avez un Napoléon, vous le mettez dans le bas de laine, vous avez à nouveau 30 000 francs, vous le mettez encore dans le bas de laine. Comme ça, vous arrivez à avoir un certain capital. Mais Guénaël Gaud, et ça reste une valeur refuge aujourd'hui. Il y a encore des Français qui achètent de l'or plutôt que d'investir dans des start-up, dans des entreprises ou quoi. C'est typiquement français? Oui, en fait, il y a un aspect qui est typiquement français. Enfin, c'est vrai que l'or, dans les imaginaires, c'est une valeur refuge. C'est un peu comme la pierre, d'ailleurs. Oui, l'immobilier. D'une certaine manière. Ça reste, c'est pour ça que l'épargne, ça reste quelque chose aussi très, très populaire. Mais encore une fois, en fait, aujourd'hui, et que ce soit pour l'or ou que ce soit pour les bitcoins, en fait, c'est important de rappeler que malgré tout, en fait, il y a quand même ce grand écart, en fait, parce que là, on parle toujours, en fait, du 40% des gens qui ont le choix. Oui. Et moi, je voulais quand même revenir, parce qu'on parle d'épargne, c'est lié à la consommation, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on épargne. On épargne, effectivement, pour les coups durs ou pour transmettre, aujourd'hui, et on épargne aussi parce qu'on ne consomme pas. En fait, vous pensez qu'on peut pousser en ce moment les Français à consommer plus et à épargner moins, vu le contexte général? C'est là où c'est compliqué, parce que si vous voulez, ça marche aussi pour le pouvoir d'achat qui est un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on a un grand écart entre, d'un côté, des gens qui ont de l'argent, qui épargnent et qui consomment de moins en moins, ou peu, parce que les personnes les plus âgées sont déjà hyper équipées et consomment de moins en moins, ou qui consomment moins pour d'autres raisons, des raisons plus idéologiques. Donc des gens qui ont de l'argent, qui ne consomment pas et qui épargnent. Et de l'autre côté, on a des gens qui auraient besoin de consommer, qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas épargner, et qui, eux, sont dans une situation compliquée, parce qu'on a le record de l'épargne, bien sûr, mais de l'autre côté, cette année, on a eu aussi le record du niveau de pauvreté en France. Alors, donc on a ces choses-là qui sont très compliquées. Vous dites plus d'épargne, c'est moins de consommation. Ça inquiète, bien sûr, la grande distribution. Écoutez Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires. On sent, depuis 15 jours, effectivement, depuis ce contexte politique qui est anxiogène, on sent une consommation qui va être à l'arrêt et les Français réagissent avec deux choses. Une baisse de la consommation plaisir. Vous le savez, le Français qui épargne parce que inquiétude de demain, quelle sauce je vais de manger, quelle nouvelle taxe, quel nouvel impôt. Et donc on est à 19% d'épargne, c'est énorme, c'est 5 fois de plus que tous nos voisins européens. Jean-Marc Daniel, qu'on comprenne bien, est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut faire en sorte que les Français utilisent quand même cette épargne ou pas pour aider l'économie française? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'arbitrairement, on va la chercher d'une manière ou d'une autre? Non, alors on ne va pas la chercher arbitrairement. Effectivement, on pourrait taxer les retraités, en effet, qui épargnent énormément, notamment. Je pense que dans un raisonnement, il vaut mieux taxer les gens qui ont des revenus les plus importants, parce que dans les retraités, vous avez des gens qui sont effectivement dans la situation de ne pas pouvoir épargner parce qu'ils sont pauvres. Donc, considérer que c'est un problème de génération est une approche, à mon avis, un peu réductrice. Je pense que le vrai problème, c'est que en consommation, contrairement à ce qu'on vient de dire, il y en a trop puisqu'on a un déficit extérieur, et que si on augmentait encore cette consommation, ça se traduirait par un creusement de notre déficit commercial. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pardon, est-ce qu'on fait des livrets spécifiques? Il y en a un sur la défense, par exemple, qui devrait être lancé au mois d'octobre. Il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on doit aller, on doit dire aux Français, aller vers cela, parce qu'on a besoin de cet argent, orienté, fléché. Oui, alors on en revient à la défense, en l'occurrence, c'est des dépenses publiques, on en revient à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que la dépense publique financée par de la dette, c'est ce que les économistes appellent des Robin Hood in reverse, c'est-à-dire, comme on l'a dit, on prend de l'argent à tout le monde, y compris aux pauvres, pour payer des intérêts aux gens qui ont acheté les bons du Trésor, qui ont acheté la dette publique, c'est-à-dire les gens les plus aisés. C'est-à-dire on prend de l'argent aux pauvres pour donner aux riches. Donc il faut arrêter d'orienter l'épargne vers le financement de la dépense publique, parce que l'épargne vers le financement de la dépense publique, c'est Robin Hood in reverse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Robin des Bois
inversé. D'accord. Merci de vous auto-traduire. Troisième élément, sur l'or. Oui, L'or, c'est la parce que Julia Vanesse, t'as une question. L'or, c'est la même chose que les bitcoins. L'or, c'est le bitcoin des années 70. Ils viennent de dépasser les 3500 $. L'once. Et donc, c'est en partie parce et c'est aussi parce que les banques centrales se sont mises à en racheter. Donc, c'est un peu compliqué là. Ouais. Et la dernière remarque que je ferai, puisque qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut faire des fonds de pension qui permettent aux gens d'avoir une sorte de garantie vers l'avenir et utiliser l'argent ainsi récolté à investir vers des activités productives en France, mais ne pas s'interdire d'aller investir dans des activités productives. Le sifflet, Jean-Marc Daniel, parce qu'on voudrait... Voilà. Il y a aussi ce plan d'épargne avenir climat qui a été lancé donc, il y a un an pour les jeunes de moins de 21 ans, mais visiblement, ça ne marche pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, pourtant, c'est comme ce qui va être effectivement lancé pour la défense, c'est-à-dire que ça donne de la lisibilité aussi à l'épargne. Souvent, les Français n'ont pas vraiment de lisibilité sur ce qui se passe derrière et comment justement est utilisé leur argent. Est-ce que cet argent est utilisé pour revenir dans la sphère productive? Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on sait que leur épargne va vers des produits qui le sont peu. Là, en l'occurrence, ils vont aussi vers l'épargne. Encore une fois, les plus jeunes ne sont pas ceux qui sont les plus aisés. Donc c'est une des premières raisons. Ensuite, on va aller chercher de l'épargne qui est disponible immédiatement. C'est pour ça que le livret A est si pratique et si prisé. C'est parce qu'on peut retirer l'argent quand on veut, qu'il y a un avantage fiscal également. Donc en fait, il faut regarder toutes les conditions qu'il y a autour de chacun des produits. Parce que si c'est pas sécure, si on peut pas récupérer l'argent avant un certain nombre de temps pour les jeunes, c'est une condition importante. Et c'est plus compliqué. Alors, est-ce qu'il faut fiscaliser pour trouver de l'argent tous ces comptes, le livret A notamment aussi, quand ils sont pleins, peut-être par exemple, ou alors aller vers les fonds de pension? Je suis pas sûr que vous soyez d'accord avec ça, avec Jean-Marc Daniel. Fonds de pension qu'on dit souvent américains, d'ailleurs. Encore une fois, si on se pose la question, c'est parce qu'on a un problème budgétaire et qu'il faut boucler. Vous rappelez le montant de la dette Donc 160 milliards de déficit public, c'est ça qui est important. Pour un montant de 3 300 c'est ça, milliards. la moitié de l'épargne française. Alors, quels sont les ordres de grandeur? Aujourd'hui, en réalité, on a besoin d'à peu près entre 12 et 15 milliards par an pour réduire le déficit au rythme que nous demande la Commission européenne. On a besoin aussi d'argent public pour investir et pour faire des investissements publics rentables parce qu'on a sous-investi dans l'éducation, on n'investit pas assez dans l'écologie, on ne se protège pas sur l'avenir. Donc oui, pour moi, la solution, vraiment dans les ordres de grandeur, c'est d'aller chercher l'argent chez les hauts patrimoines, donc dans patrimoine, il y a épargne, mais vraiment les très hautes. Ce que suggère Gabriel Zucman. Ce qui a été défendu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis alors, autre piste, vous avez les multinationales qui optimisent, c'est-à-dire qui font du transfert artificiel de profit. Vous savez, quand vous achetez un iPad, ou un iPhone, vous le payez en réalité en Irlande. Vous ne le payez pas en France. Et ça représente 25 milliards. Donc vous avez la taxe Zucman qui peut rapporter 20 milliards. Vous avez les multinationales, si on arrive à les taxer, c'est à peu près 25 milliards, et des aides publiques aux entreprises qui sont extrêmement abondantes et pas très efficaces. Très bien, début de piste, voilà. En tout cas, on en reparlera, j'imagine, ici même, et merci à tous les trois d'avoir... Oui, c'est fini, Jean-Marc Daniel. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les trois. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Baudieu et Marie Bonisseau. Un pas de plus vers l'atomisation de l'attention pour les Marmousais. On se demande, la région Île-de-France envisage et propose carrément de supprimer les manuels scolaires, les livres dans les lycées et dans les écoles. Tout se passera sur des écrans dorénavant et la fureur monte. Et des algues bioluminescentes scintillent la nuit sur les plages australiennes. C'est absolument sublime, c'est mortel pour les écosystèmes. Mais pour commencer, le mot vedette du jour, great. Un des 4 mots de vocabulaire de Donald Trump avec money, bad et immigrant. C'est entendu. A 38-page plan called the Great Trust. Donald Trump's great plan. Great, super en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. GREAT, acronyme américain traduisible par Reconstitution, Accélération économique et transformation de Gaza, désigne un plan d'après-guerre pour la bande de Gaza, discuté par l'administration Trump. Le 1er septembre, un grand journal états-unien en a dévoilé de nouveaux détails, dont le déplacement de 2 millions de Gazaouis. Great, super en français, l'un des mots préférés du président américain, un usage toutes les 2 à 3 minutes dans ses discours, et donc le petit nom de ce projet de Riviera prévu pour investir l'enclave palestinienne de Gaza, arrachée au contrôle égyptien et occupée par Israël lors de la guerre de 1967 jusqu'en 2005 après un accord de paix.
Le projet GREAT, détaillé en 38 pages illustrées et colorées, prévoit une prise de contrôle américaine pour 10 ans, puis une relocalisation temporaire de ses habitants, soit dans des zones sécurisées à l'intérieur de l'enclave, soit vers un autre pays, dont Libye, Éthiopie, Soudan du Sud, tous en guerre, et enfin une reconstruction. Voulu par la Maison-Blanche et imaginé par des businessmen israéliens, GREAT prévoit 10 méga-projets qui flattent ses putatifs futurs parrains, dont un périph' MBS, une autoroute MBZ, des zones industrielles intelligentes Elon Musk et bien sûr une Riviera Trump de Gaza, chapelet d'hôtels clinquants et d'îles artificielles façon Dubaï. Pour les Gazaouis restants qui n'auraient pas accepté de décamper contre 5 000 $ en cash, 4 années de loyer et 1 an de nourriture, GREAT imagine aussi des villes aux larges avenues, modelées d'après la stratégie d'architecture anti-émeute du baron Haussmann pour le Paris du 19e. De quoi remplir les Palestiniens de gratitude, ou pas. Bonne chute, Thibault Nolte. Merci. Bonsoir à nouveau, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. On vous retrouve pour vos chroniques indispensables. Alors, Xavier, une tribune pas contente, publiée par le quotidien Le Monde hier. 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'inquiètent de cette décision prise par Valérie Pécresse et la région Île-de-France de supprimer dans les lycées les manuels scolaires qui vont être remplacés par des écrans, par des plateformes numériques. Ça commence, et voilà. Et vous nous parlez de la guerre des manuels. Exactement, la guerre des manuels. Il a les yeux qui luisent. oui, parce que ça nous conduit le 28 mars 1882, quand le président de la République d'alors, Jules Grévy, promulgue une loi sur l'enseignement primaire obligatoire. C'est une loi Ferry, du nom du ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, avec ses jolis favoris. Et cette loi nous explique ce que doivent apprendre les élèves. Alors, lire, écrire, compter, bien sûr, la géographie, l'histoire, les exercices militaires pour les garçons et pour les filles, les travaux à l'aiguille. 1882. Et la loi précise aussi que dans la semaine, un jour est laissé libre, outre le dimanche, pour laisser aux parents qui le souhaitent la possibilité d'offrir à leurs petits rejetons un enseignement religieux, car désormais, à l'école, il n'y a plus d'enseignement religieux, il y a de l'instruction morale et civique, et là, le clergé est vent debout. Mais bon, voilà, la loi est passée, comment faire? Eh bien, s'attaquer aux manuels scolaires. Donc, c'est la guerre des manuels. C'est ça, ce sont les manuels d'histoire qui sont les premiers visés. Alors, l'Église ne supporte pas la manière dont elle est représentée dans ces manuels à travers les siècles. Alors, l'Inquisition, la proximité avec la monarchie, la main mise sur les esprits. Mais voilà, les républicains, positivistes, proche de la laïcité, bien sûr. Et puis, tout simplement, parfois, athées considèrent que la religion, c'est une superstition. Donc, au moment de raconter l'histoire, il n'y a pas de place pour les miracles, pour l'action divine, pour le surnaturel. Et ça insupporte le clergé. Je ne vous parle même pas des origines de l'être humain. Donc, c'est parti. L'Église met à l'index 4 manuels, et notamment l'instruction civique à l'école de Paul Bert. Paul Bert qui était le ministre de l'Instruction publique juste avant Jules Ferry. Mais on continue. Les évêques donnent des mandements pour demander à leurs curés dans les églises de dire aux fidèles « Attention, méfiez-vous de ces manuels scolaires » et de demander aussi aux fidèles de jouer de toute leur influence pour choisir les bons manuels. Alors là, la République commence à s'agacer, elle fait les gros yeux, contact avec le Vatican, avec le pape, Léon XIII. Ça se calme un petit peu, mais ça surgit de nouveau pour une seconde guerre des manuels scolaires en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, car à l'école de la République, Élisabeth, au moment de la leçon de morale, tout simplement, c'est Dieu qui est mis à l'index. Et voilà. Merci Mauduit. Alors, chère Marie Bonisseau, il se passe un truc dingue à Melbourne. Les gens viennent sur les plages, s'extasient devant des visions ensorcelantes, des algues bioluminescentes, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est absolument fascinant. Je vais commencer avec le nom latin, comme ça je m'en débarrasse tout de suite. Noctiluca scintillans. C'est beau. Bon, je ne sais pas bien le dire, c'est une algue scintillante, comme son nom l'indique. Un organisme unicellulaire qui, regardez, fait le show en ce moment sur la plage de Saint-Kilda, à la sortie de Melbourne, en Australie. Vous voyez, c'est absolument fascinant, d'autant plus fascinant que c'est totalement naturel. C'est une réaction chimique qui se produit quand vous faites bouger les vagues, quand vous provoquez des vagues et donc que vous faites bouger ces toutes petites algues.
pof, elles s'illuminent. Donc, elles ont à l'intérieur d'elles des protéines qui s'appellent des luciférases. C'est ce qui produit ce phénomène, vous avez dit, de bioluminescence. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin qu'on les éclaire pour briller. Elles produisent elles-mêmes de la lumière. C'est à Saint-Kilda que ça se passe. Il y a plein de gens qui viennent sur place parce que tout le monde veut voir ce phénomène. On est habitué dans le coin à ce que ça arrive de temps en temps. Et alors, il y a des gens qui viennent avec des petits vaporisateurs d'eau pour faire bouger l'eau et provoquer ces illuminations. On déconseille aux touristes de lancer des pierres pour éviter de faire n'importe quoi. Et puis, il y en a certains qui rêvent de nager dans l'eau scintillante, telles des sirènes électriques. Voilà, donc c'est des nuits magiques en ce moment qui changent totalement d'ambiance dès que le soleil se lève. Regardez ce que ça donne de jour. Ces algues sont roses, d'où le nom de ce phénomène qu'on surnomme marée rose, qui a été documenté il y a longtemps pour la première fois, c'était à Sydney, au 19e siècle, en 1860 très précisément. Alors à l'époque... c'est très très rare, on n'a jamais vu ça. Depuis les années 1990, donc depuis 35 ans, c'est courant. Ces noctiluca ont proliféré sur une bonne partie de la côte australienne, mais vous pouvez aussi en voir plein au Mexique, dans le Morbihan aussi. L'eau peut devenir bleue électrique, ça arrive partout dans le monde en fait, à cause d'eux. Allez, je vous laisse le dire à ma place. Le réchauffement. Voilà, le réchauffement. Le dérèglement. Voilà, la hausse de la température des océans. Alors c'est beau, mais c'est étouffant, ces petites algues bleues, puis roses, puis rebleues, parce que c'est potentiellement irritant pour les poissons, nous explique le Guardian, en raison des fortes concentrations d'ammoniac. Et puis, comme ça prolifère, ça prend tout le plancton, ça déséquilibre en mer d'Oman notamment. Il n'y en avait pas il y a 20 ans, ces algues ont perturbé toute la chaîne alimentaire sous-marine. Regardez cette photo, je trouve ça assez hallucinant, on les voit depuis l'espace, ces algues qui brillent, bref, Noctiluca scintillans. Je vous le dis à chaque fois, méfiez-vous de ce qui brille. Oh, quelle belle chute. Mais laissons Lucifer. J'ai bien aimé la luciférade. Bon, on se retrouve, merci à tous, on se retrouve demain à 20h05 avec l'écrivain vedette de la rentrée littéraire, Cédric Sapin de Four. Tchuss.